Donc, merci d'être présent pour le webinaire. D'abord, merci à Aurélia Fleury, Philippe Archambault, toute l'équipe de Société Inclusive pour l'invitation à présenter nos travaux, notre démarche. Comme je disais, Aurélia, mes travaux sont à l'interface des sciences sociales et biomédicales, mais aussi portent de façon générale sur les besoins et les droits des personnes qui vivent des situations d'exclusion sociale, comme l'instabilité résidentielle, par exemple. Et j'ai été amenée dans ce cadre-là à collaborer depuis plusieurs années avec des ressources montréalaises d'hébergement et d'aide aux femmes et enfants en difficulté. Et c'est dans cette position-là qu'a commencé mon rôle dans le projet Lotus. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Moi, j'ai bénéficié des services de Logifemme en 2015 jusqu'à 2016. Puis c'est ça. Alors, Aline et moi, on s'est entendu sur un format de présentation qu'on voulait assez interactif quand même. On va d'abord prendre 10 à 15 minutes ensemble pour vous situer en décrivant le projet de recherche-action auquel Aline et moi contribuons, le projet Lotus. Ensuite, le cœur de la présentation, en fait, on a tenté de circonscrire quelques questions importantes qu'on peut se poser quand on songe à développer un projet de recherche participative ou même quand on est impliqué et qu'il y a des enjeux, des questionnements qui se posent en cours de route. Donc, on a essayé de se mettre un petit peu dans la peau des personnes présentes ici. Donc, on a structuré la majeure partie de la présentation sous forme de questions auxquelles Aline et moi tenterons de répondre, chacune selon notre expérience, puis à notre façon. Et on vous invite également à réfléchir à ces questions-là de votre côté, en fonction de vos propres expériences de recherche participative, vos propres pratiques soit d'intervention ou de recherche. Et comme on est un groupe assez restreint, voilà, on s'est dit que ce serait intéressant d'adopter un concept interactif. Donc, vraiment, vous êtes invités à réagir à nos propos, puis à l'amener dans le chat, dans la boîte de conversation, tout au long de la présentation. N'hésitez pas à écrire dans la boîte. Peut-être que pendant qu'on parle mutuellement, on dira « Ah, ça, c'est intéressant. » Peut-être qu'on pourra amener ce point-là dans la conversation. Si c'est trop de multitâches pour nous, on va garder ça pour la période d'échange qui est de toute façon prévue à la fin. Mais vraiment, puis on vous invite à vous répondre aussi mutuellement s'il y a des choses qui font écho à votre expérience ou qui vous surprennent. Donc, voilà, ça va bien jusqu'ici? Super, excellent, merci. Donc, le projet Lotus, on va tout de suite commencer par vous situer. Et comme on le verra dans quelques minutes, un des principes de la recherche participative, c'est qu'elle émerge d'un besoin de connaissance qui est identifié par les membres d'une communauté. Donc, on commence tout de suite par vous présenter. Hein, c'était ça l'idée, Aline, de dire d'où ça vient, ce projet-là, finalement. Oui. Et il y a Sally Richmond qui a fait une présentation en 2021 de façon virtuelle à la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance, puis qui nous a gracieusement donné la permission d'utiliser la première partie de la vidéo pour expliquer dans ses mots comment l'idée de départ du projet-là, tout ça a pris forme. Je viens juste de réaliser que la présentation est en anglais. Par contre, je vais imaginer que tout le monde est familier. Je vais mettre les sous-titres. Donc là, petite passe-passe de partage d'écran. Vous me direz si ça fonctionne. Ça sera pas long. Alors, on y va avec la vidéo. Et est-ce qu'on voit la vidéo? Oh, super. Mes habiletés technologiques ne cessent de m'impressionner. Et voilà, on y va. Every year at La Gifam, we have a Christmas party. And this is a really wonderful, slightly chaotic event. We invite the women who've been in our organization that current year and also the women who've been in our organization in previous years. So it's a really good opportunity to see what has happened to women after they leave La Gifam. Some of them are doing really well and thriving in housing, and others are still in very precarious and fragile situations. So as a manager, one of the things that I'm always thinking about after the Christmas party is, are there things that we could do differently as women transition out the shelter that would help them to find more stability after La Gifam?
I looked for different data sets and research to try and find out if there was any information about the kind of supports that can really help a woman transition out of a shelter. But I couldn't find research that really reflected our population, which is very broad. We have women with children and women without children. We have women who are experiencing homelessness because of conjugal violence and women who are experiencing chronic homelessness. We have women with mental health issues and women from many different ethnic backgrounds, and the women are aged from 18 to 65. It's a really diverse population with many different factors that have led to the woman needing to be in a shelter in the first place. So I wanted to find out more about that transition. I applied for a grant with the Canadian Observatory on Homelessness to get a free evaluation service. We didn't win that grant, but we did get to have a free consultation with them. And they put us in touch with a professor at McGill University who put us in touch with another professor, Laurence, who also happened to be the supervisor for our occupational therapy interns that semester. So Laurence and I sat down over coffee and talked about what kind of research project we could do at Logifem that would help us really understand the transition of a woman from a shelter into permanent housing. Laurence and I put together some funding applications to get a research project funded. We were unsuccessful on 2 rounds of funding applications, but the third time we got lucky and we got a year's funding from the Catherine Donnelly Foundation to do a community-based participatory research project on women transitioning from shelter to housing. So as an... Excellent. Ça va fonctionner. Un moment pour voir. Oui, je peux tout à fait synthétiser les contenus en français. Donc, en gros, finalement, ce que Sally nous disait, désolée, hein, j'ai juste allumé sur la question de la langue. En gros, ce que Sally nous partageait, c'est qu'à chaque année, ils font un party à Logifem, puis ils invitent, Logifem étant une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants en difficulté. Et chaque année, ils font un party de Noël où ils invitent des femmes qui sont présentement dans leur service d'hébergement et aussi des femmes qui ont utilisé les services dans les dernières années. Et c'est l'occasion finalement pour eux de voir un peu où en sont les femmes qui ont quitté. Et elle dit pour plusieurs, on voit que ça va bien dans leur logement, ça se déroule bien et tout. Pour d'autres, on voit qu'ils sont encore dans des situations vraiment très fragiles et très précaires. Et elle s'est posé la question comme gestionnaire de Logifem, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place? Comment est-ce qu'on pourrait mieux comprendre qu'est-ce qui explique qu'une femme peut continuer à être dans des situations vraiment difficiles et précaires suite au départ de la maison d'hébergement? Et c'est avec cette question-là qu'elle a décidé d'aller chercher du financement de l'aide, entre autres, de l'Observatoire canadien en itinérance, qui n'a pas pu la financer, mais qui a pu la mettre en contact avec une prof de McGill qui m'a référé à elle. Et ça a donné que j'étais déjà impliquée avec Logifem en supervisant des stagiaires en ergothérapie. Donc, on se connaissait déjà, Sally et moi. Et on s'est assis, on a jasé de comment est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ce besoin de connaissances sur les trajectoires et les pratiques à développer auprès des femmes lorsqu'elles quittent une maison d'hébergement pour soutenir leur transition. Et on a fait 2 demandes de financement qui n'ont pas été financées. Et finalement, on a eu la 3e demande à laquelle on a appliqué, qui est une fondation, la Fondation Catherine Donnelly. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'elle dit. Voilà, donc... je vais retourner à mon PowerPoint. Là, on met à l'épreuve. Ça va comme ça? C'est bon? C'est clair? Super. Voilà. Et ici. Et voilà. Tout est bon? On y arrive? Oui. Excellent. Super. Excellent. Donc, la première étape, finalement, qui a été prévue dans le projet, c'est l'établissement du comité consultatif. Et je vais laisser Aline présenter notre belle gang de comités consultatifs. Alors, je vous présente le comité, comment que ça a été monté. Donc, lorsque le financement a été obtenu, la première étape du projet, ça a été de former un comité consultatif. L'idée du comité consultatif, c'était que toutes les personnes qui ont des connaissances sur la question des soutiens post-hébergement soient présentes autour de la table.
Notre comité consultatif est formé de 3 femmes qui ont vécu la transition post-hébergement, dont moi et 2 autres femmes. 3 intervenantes qui offrent des soutiens post-hébergement dans le milieu communautaire. 3 gestionnaires de ressources communautaires pour femmes en difficulté. Et 3 chercheuses. Le comité se réunit une fois par mois par Zoom pour discuter de toutes les étapes du projet, analyser les données ensemble, prendre des décisions sur l'orientation qu'on veut donner au projet et les actions qu'on veut entreprendre. Toutes les femmes du comité sont des co-chercheuses dans le projet et on participe à d'autres activités selon nos disponibilités et nos intérêts. Par exemple, faire des présentations comme aujourd'hui, écrire des articles, participer à des événements qui sont liés au projet. Finalement, on se voit 2 fois par année en personne pour un événement social comme un brunch, simplement pour passer du temps ensemble. Et voilà. Super, merci Aline. Moi, de mon côté, je vais parler plus des étapes. Là. Le comité consultatif, c'est vraiment le cœur du projet. C'est comme l'instance qui chapeaute tout le reste du projet. Une fois que le comité consultatif a été formé, ça fait à peu près 20 mois. Oui, pas mal, presque 2 ans. Oui. Oui, c'est ça, que ça a été formé. On a pris le temps de se connaître, de développer des normes comme groupe, d'apprendre à bien travailler ensemble. Puis on a commencé à se marcher à ça va être quoi les étapes du projet. Notre question principale, ça a toujours été mieux connaître les besoins des femmes lorsqu'elles quittent une maison d'hébergement, les ressources qui existent déjà pour répondre à leurs besoins et ce qui manque actuellement pour y répondre au Québec, à Montréal plus spécifiquement. Un des gros atouts qu'on avait comme équipe, c'est la présence d'une candidate au doctorat, Carla Jacobson, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a vraiment mené de front une grande partie du travail. La première chose qu'on a faite, qui a vraiment été menée par Carla, c'est une recension des écrits. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui avait déjà été écrit sur les transitions post-hébergement des femmes. Donc, on a fait un examen de la portée de la littérature scientifique, de la littérature grise, sur les trajectoires et besoins des femmes en transition. On s'est intéressé aux facteurs, autant les facteurs structurels, interpersonnels, individuels, qui affectaient les trajectoires post-hébergement. Collectivement, on a beaucoup appris des résultats obtenus, on a eu des surprises dans la littérature. On restait un peu sur notre faim quand même quant à l'expérience des femmes montréalaises. Il y avait une seule étude qui avait été menée à Montréal, c'était une enquête avec un assez petit groupe. Donc, dès le départ, on voulait en entendre plus, on voulait vraiment entendre la voix des personnes qui avaient vécu la transition à Montréal récemment. Donc, on a décidé qu'une étude photo-voix, qui est une méthode de recherche qualitative où les femmes sont invitées à prendre des participants, peu importe, mais dans notre cas, les femmes sont invitées à prendre des photos sur leur expérience. Ce serait une méthodologie appropriée. Et donc, ça nous a permis de mieux comprendre les perspectives des femmes sur leur transition post-hébergement, leurs besoins, les services, les ressources qu'elles utilisent et leurs suggestions à elles pour améliorer les services. On a recruté 7 femmes qui avaient vécu dans la dernière année la transition post-hébergement et elles ont pris des photos qui représentaient leur expérience de la transition et elles ont participé à des entrevues individuelles où elles ont pu servir des photos pour explorer leur expérience plus en profondeur. Donc, à partir de la recension des écrits et des résultats de l'étude, photo-voix, de nos discussions aussi dans le comité, on a commencé à avoir une idée des besoins, une idée de pistes d'action potentielles aussi, mais on voulait collectiviser la discussion au-delà de notre groupe de 12. Puis, ça nous a amené à la 3e étape du projet, qui est un café du monde virtuel, qui a regroupé 42 personnes, donc des femmes en dehors du comité consultatif qui avaient vécu la transition post-hébergement, des intervenantes communautaires, des responsables de ressources communautaires et de regroupements associatifs, des intervenantes aussi de la santé, des services sociaux dans le réseau public et des étudiantes, des chercheuses dont les travaux portaient sur ces thématiques-là. On leur a présenté les résultats préliminaires. On a passé une bonne demi-journée à travailler en petits groupes pour identifier les ressources existantes, identifier les ressources manquantes dans la transition, prioriser les actions nécessaires. Donc ça a complété en fait notre premier cycle de réflexion pour se mettre en action. Donc là, on est présentement plus dans un cycle d'action. Un des éléments, par exemple, c'est vraiment juste un exemple qui a été identifié comme prioritaire, c'est d'offrir aux femmes qui quittent une maison, si elles le souhaitent, les services d'une intervenante pivot qui les accompagne dans la transition
en évaluant leurs besoins, en offrant des soutiens pratiques, émotionnels, psychosociaux et en les arrimant à des services plus spécialisés dans la communauté. Donc, le GIFAM, par exemple, a embauché une intervenante pivot suite aux résultats du travail. On a aussi commencé à travailler sur un guide de relocalisation qui a été identifié comme un besoin pour permettre aux femmes de mieux connaître les ressources dans leur quartier, les étapes à ne pas oublier pour une transition en douceur, et ça, dès qu'elles arrivent, en fait, dans la maison d'hébergement. Donc, c'est quelques-unes des actions qu'on a réalisées. Présentement, on est en préparation d'un second cycle de réflexion où on veut colliger des données sur les actions qu'on a réalisées, puis étendre aussi celles-ci à l'ensemble des ressources d'hébergement. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut avoir l'air, pour ceux qui seraient moins familiers, les étapes. Donc, ça conclut la mise en contexte du projet. Je pense qu'on n'est pas pire dans le temps. C'est bon. On aimerait maintenant passer au deuxième volet de la présentation et aborder quelques-unes des questions qu'on est susceptible de se poser lorsqu'on songe à réaliser une recherche participative ou en cours de projet. Donc, la première question, c'était pourquoi s'engager dans un projet de recherche participatif? Quelles ont été nos motivations au départ? Je vous invite à partager les vôtres, si ça vous tente, dans le chat. Donc, je commencerai avec Aline. Tes motivations quand ça a été invité à participer au projet, qu'est-ce qui t'a motivé? OK. Juste un instant. Excusez-moi. OK. Pour moi, quand Sally m'a proposé ce projet, j'ai dit oui sans hésitation, car mon expérience m'a rendu encore plus sensible encore à la problématique, puis bien placée pour comprendre ce que vivent les femmes. OK? Moi, la difficulté, c'est pas vraiment... juste un instant. OK. Moi, étant préposé aux bénéficiaires à mon compte, je travaillais 24/24 pour un monsieur quadraplégique dans sa maison. Je travaillais 6 jours semaine. Pour une raison qui m'a échappé, comme je me suis retrouvée sans logis. Puisque je dormais chez mon employeur 6 jours sur 7, je me retrouvais pour un soir à dormir soit chez des amis ou carrément à l'hôtel. Pour une rare fois cette fin de semaine, j'ai demandé à mon employeur si je pouvais avoir 3 jours de congé parce que j'ai un fils, maintenant il a 23 ans, avec mon garçon. Malheureusement, pour moi, cette fin de semaine, c'est très mal terminé. Je me suis vue dans l'obligation d'aller à l'hôpital pour subir des tests. Qu'est-ce qui était d'ordre physique, c'est venu d'ordre mental. J'ai été internée en psychiatrie sans mon consentement. C'est après 5 jours, je me suis réveillée, puis j'étais à l'hôpital, c'est comme en psychiatrie, puis c'est comme, c'est quoi je fais là ici? Donc, je me suis vue admise en psychiatrie, ayant déjà un suivi depuis longtemps en psychiatrie. Donc, en gros, c'est le psychiatre de garde. Je ne le connaissais même pas. Donc, j'ai jamais vu comme quelqu'un de plus... il n'était pas professionnel, rien. C'est comme... En tout cas. OK. Quand Vance est marié, mon hospitalisation dura 417 jours. Il était allé chercher une ordonnance de traitement d'hébergement. Il voulait me garder 3 ans à l'hôpital. Malheureusement pour lui, je connaissais mes droits, puis j'ai frappé à plusieurs portes. Collège des médecins, droits de la personne, éthique, professionnelle, communauté des usagers, bref. Au fond, c'est lui qui s'est fatigué et s'est vu dans l'obligation de passer mon dossier à un autre psychiatre. Avec elle, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout ce temps-là que j'étais ici. Aussitôt qu'elle a pris connaissance du dossier, elle me donnait elle m'a donné une personne adéquate afin de me sortir de l'hôpital. Ce fut la travailleuse sociale qui m'orienta vers le GIFAM.
Donc, c'est ça en gros. Super. Merci, Aline. Ça t'a vraiment mis dans une position pour comprendre les trajectoires des femmes, finalement, qui font la transition post-hébergement. De mon côté, comme chercheur, c'est sûr qu'il y avait plusieurs motivations. Une des plus importantes, c'est de faire une recherche qui répondait à un besoin précis des milieux de pratique, un besoin clairement identifié et auquel je pensais qu'en utilisant une méthodologie participative, on pourrait répondre de façon pertinente et nuancée. Comme ergothérapeute de formation, même si je travaille en recherche et en enseignement depuis plusieurs années, j'ai un bon côté pragmatique encore. Cet aspect-là de travailler de façon concrète à un problème que la communauté avait identifié, ça m'interpellait. Au niveau plus personnel, comme femme, comme mère, en ayant autour de moi des amis qui sont des mères seules ou qui vivent des problèmes de santé mentale, je me rendais bien compte depuis plusieurs années que personne n'est à l'abri finalement de se retrouver en maison d'hébergement, de se retrouver en situation d'instabilité résidentielle et c'est des enjeux qui m'ont interpellée assez directement et qui m'ont motivée. Surtout à travailler directement avec les femmes, les intervenantes et le personnel des milieux. Donc, un premier contact, une première motivation là, à s'engager dans un projet. Donc, je n'avais pas préparé ça, mais ce que j'entends aussi des histoires d'Aline et la mienne, puis des autres membres du comité, c'est que la recherche participative, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je pense qu'il faut y avoir une mobilisation personnelle, finalement, au niveau des valeurs. Justement, c'était même pas prévu comme transition, mais une deuxième question qui est assez fondamentale, c'est celle des valeurs et des principes de la recherche participative. Il y a pas mal de littérature sur la question, puis à la fin de la présentation, qui est d'ailleurs disponible pour tous ceux qui la veulent, si vous ne l'avez pas déjà, il y a une liste de ressources, donc je vous invite vraiment à consulter ces ressources-là si vous ne les connaissez pas déjà. Mais j'aimerais t'entendre, Aline, d'abord sur ta perspective. Selon toi, dans le comité du projet Lotus, dans notre groupe, c'est quoi les valeurs qui te semblent importantes? D'accord. Alors, les valeurs qui sont importantes, selon moi, c'était l'importance qu'à l'intérieur du groupe, il y ait comme une relation d'écoute, l'inclusion, l'ouverture, où tes expériences sont accueillies avec empathie, où il n'y a pas de jugement, on n'a pas à se sentir gêné d'être passé par là. Pour moi, il est important qu'on ait confiance dans le groupe, le fait qu'il ait de prendre du temps de jaser ensemble, de se côtoyer régulièrement, ça crée un sentiment de confiance dans le groupe. Puis on sait comme qu'on peut compter les uns sur les autres. Finalement, l'importance de la transparence, on n'a pas l'impression qu'il y a sentiment, une ou deux personnes qui décident quand il y a une décision à prendre. On s'explique. C'est ça. Super, merci. Donc, moi, de mon côté, finalement, des principes peut-être qui sont importants, c'est vraiment, le premier, c'est, puis je suis vraiment d'accord avec ce qu'Aline vient de dire, c'est des valeurs super importantes dans le groupe. Un des principes importants, c'est celui de la réciprocité. Puis dans la littérature, on parle de réciprocité, co-apprentissage, mais c'est l'idée qu'on ait plusieurs groupes de personnes, des chercheuses, des femmes avec l'expérience vécue, des intervenantes, des gestionnaires. On a toutes quelque chose à apporter. C'est lié au point que je vais faire plus loin sur la valorisation des différentes formes de savoir. Mais la réciprocité, c'est l'idée que chacun des groupes bénéficie le plus équitablement possible de la recherche. Donc, pas seulement des bénéfices comme produire des nouvelles connaissances ou avoir de nouvelles connaissances, mais aussi des bénéfices concrets, comme du financement, comme des opportunités professionnelles ou des opportunités de faire entendre sa voix, témoigner. Un deuxième principe, je pense, c'est de reconnaître qu'il y a des rapports de pouvoir inégalitaires, historiquement, actuellement, qu'il y a des groupes ou des personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient de ressources, pas d'autres. Puis essayer de trouver des façons d'atténuer les rapports de pouvoir. Donc, on sait par exemple que dans le milieu communautaire, le financement est beaucoup moins présent que dans le milieu universitaire, les salaires ne sont pas les mêmes. Une des stratégies qu'on a adoptées, c'est que le financement est géré par un organisme communautaire et non par des fonds de recherche universitaires.
Au niveau plus interpersonnel dans le groupe, on attend en général les chercheuses pas en premier dans les discussions. On attend que les autres personnes aient eu l'occasion de parler. On essaie aussi de varier les activités, les modes de communication, d'adopter des stratégies, oui, parfois au niveau du texte, mais aussi des stratégies plus ludiques, des activités, des photos, pour rejoindre une diversité de modes d'interaction. Aline en a parlé un peu, la valorisation, la transparence, la valorisation de différents types de savoirs. C'est peut-être deux façons de dire un peu la même chose finalement. Mais c'est l'idée que le savoir de recherche empirique n'est pas plus important ou valorisé dans le groupe que les savoirs d'expérience ou les savoirs pratiques des intervenants ou des gestionnaires. Finalement, je dirais que dans la recherche, on ne le voit pas complètement, mais c'est possible d'ajouter aux principes généraux des principes plus spécifiques à une population. Donc la recherche féministe intersectionnelle, ce n'est pas un principe, mais on a mobilisé certains des principes issus du féminisme intersectionnel, par exemple, une attention particulière aux soins, à l'idée du care, à l'idée que on devait prendre soin les unes des autres, qu'on était vigilante aux émotions qui peuvent survenir dans le groupe, à la réactivation des événements difficiles qu'on peut avoir vécu. Une attention aussi dans la recherche à ne pas se cantonner les unes les autres dans des normes de genre, à ne pas cantonner les femmes dans certains rôles, puis aussi une attention à des structures patriarcales qui peuvent affecter les résultats de recherche. On l'a vu dans la recension des écrits que, par exemple, le travail rémunéré était très, très valorisé dans les recherches sur les femmes en transition post-hébergement, alors que pour les femmes, peut-être qu'il y a d'autres rôles sociaux qui ne cadrent pas nécessairement dans l'emploi rémunéré, qui sont valorisés. Donc, c'est juste de garder une attention à tout ça. Voilà. Les étapes de la recherche, elles ont été décrites, une recherche participative, elles ont été décrites par plusieurs auteurs, puis recherche participative, évidemment, on s'entend que c'est un mot parapluie un peu, là, on parle de plusieurs modèles de recherche participative, puis les étapes varient en fonction des modèles. On pensait tout de même utile d'illustrer en quelques mots les principales étapes qui sont généralement communes à la majorité des projets. Donc d'abord, comme on l'a dit au début, identifier un besoin de connaissance par les membres de la communauté en fonction de leur réalité. Ensuite, mettre en place une structure, former une instance structurante qui peut prendre différentes formes, mais qui fait vivre les principes, les valeurs qu'Aline et moi avons nommées. Donc, nous, dans notre cas, c'était le comité consultatif. Ça peut être un comité de coordination, une communauté de pratique qui peut avoir plusieurs formes d'instances, mais qui va chapeauter le projet pour s'assurer qu'il y a justement que ces différents principes-là vont vivre. C'est important de prendre le temps de bien réfléchir à cette instance-là, à sa composition, puis surtout développer le cœur de ce qui caractérise la recherche participative, à mon humble avis, les relations entre les membres. C'est vraiment la qualité relationnelle d'un projet comme ça qui est la condition primordiale pour que ça se passe bien, selon moi. Une fois les relations entre les membres qui sont bien établies, même si ça se fait en continu, c'est important de s'orienter pour co-construire ensemble les idées, le plan, ce qui va devenir le protocole de recherche, en tablant sur les forces respectives des membres. Donc, tout le monde n'aura pas nécessairement le même rôle exactement, mais tout le monde a un rôle qui va être valorisé et qui va être soutenu. Et finalement, la réalisation même du projet se vit comme des cycles de réflexion et d'action, comme on l'a vu un peu dans l'illustration du projet Lotus. Donc, comment est-ce qu'on a vécu chacune de ces étapes? On voulait vous partager un peu, nous, nos moments forts des différentes étapes de ce cycle de réflexion et d'action. Donc, Aline, est-ce qu'il y a certaines étapes qui t'ont semblé particulièrement pertinentes auxquelles tu as apprécié participer? Oui, moi, j'avais bien aimé le Photo Voice. Nous avons pu rencontrer plusieurs femmes puis d'autres chercheuses en même temps sur Zoom, puis partager avec elles aussi leur expérience. Puis ça, j'avais vraiment aimé ça. J'ai également aimé le brunch des 12 personnes, parce que c'était en temps de pandémie et tout ça, fait qu'on s'était pas vu comme en présentiel. J'ai beaucoup aimé aussi la rencontre avec les parents aidants, celles qui travaillaient en psychiatrie. Et puis, il y en avait aussi une jeune qui s'occupait justement des jeunes dans la rue, là. C'est ça, j'avais vraiment aimé ça. Puis finalement, la rencontre avec les étudiants de McGill.
comme on avait été expliqué le projet, c'était quoi, là. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis, donc, Aline puis d'autres membres du comité participent à l'enseignement des étudiants en ergothérapie à McGill. Puis, je pense que vous allez le refaire cette année. Donc, vous avez été invité à Oui, représenter. oui. Donc, de mon côté, moi, je dirais que j'ai choisi une étape. C'est l'étape du Café du monde virtuel qui est vraiment venue consolider mon appréciation de la méthodologie comme chercheur. Ça a renforcé vraiment à quel point cette méthodologie-là était pertinente. Parce qu'à cette étape-là, finalement, les résultats des 2 phases précédentes qu'on avait menées quand même en groupe assez restreint ont été soumis au regard collectif. Puis ça a vraiment enrichi la démarche. Les résultats qu'on a présentés ont été mis en discussion. Plusieurs faisaient écho aux expériences des femmes, aux pratiques des intervenantes, des gestionnaires, mais ça a été aussi l'occasion de soulever des angles morts dans notre regard, de dire « Ouais, mais tu sais, avez-vous pensé à la faisabilité de telle action potentielle? » Donc, rendre ça collectif pour moi. Puis, comme le dit Aline, une bonne partie du projet s'est déroulée en pandémie. Même si c'était en virtuel, là, cette possibilité de collectiviser l'expérience puis la réflexion, ça a été important. Super. Quels sont les bénéfices possibles de la recherche participative? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Aline, je te cède la parole. D'accord. OK. Personnellement, moi, ça m'a encore plus ouvert, c'est ça, les yeux sur la réalité, c'est comme que les femmes itinérantes. Et Dieu sait que c'est pas facile, c'est pas drôle non plus, ceux qui vivent dans la rue avec des situations difficiles. Puis, je veux dire, en tant que femme, comme on sait déjà, comme on est brutalisé, comme même dans nos propres maisons. Donc, c'est comme dehors, ça doit être encore pire pour eux autres, là. Voilà, 2 semaines, mon ami qui fait aussi partie du groupe, nous sommes allés prendre un café au Tim Hortons. Puis là, on a rencontré une jeune femme, ben jeune. Ben oui, on va dire une jeune femme. Puis là, comme on s'est mis à parler avec, puis là, elle dit, ah, hier soir, j'ai dormi dehors et tout. J'avais pas de place où aller. Puis elle dit, moi, je viens pas du coin et tout. Fait que là, nous autres, tout de suite, ça nous a allumés. On lui a donné les noms, tu sais, comme la GIFAM, la Maison Grise et tout, tu sais, comme les noms qu'on se rappelait qu'elle pourrait frapper, tu sais, à la porte pour pouvoir aller se mettre à l'abri. Puis il faisait froid, si je me souviens bien, là, c'était dans la période des grands froids. Alors, c'est ça, on a jasé avec elle, son histoire et tout. Puis là, on lui a donné les numéros des ressources, mais on lui a aussi donné nos numéros personnels. Puis c'est ça, comme le lendemain, tu sais, comme j'ai demandé à mon amie, ah, est-ce qu'elle t'a appelé? Tu sais, elle dit non, tu sais, moi non plus, mais ça m'a fait quelque chose, tu sais, comme qu'elle ne m'ait pas appelé. Parce que, tu sais, comme, je veux dire, tu dors dehors, tu sais, comme, même si c'est, même qu'il fasse pas ou non, c'est pas normal, là, tu sais, c'est comme, donc, ça m'a fait un pincement au cœur, tu sais, comme, qu'elle m'a pas appelé, mais, tu sais, comme, j'espère qu'elle va avoir trouvé, tu sais, comme sa place à elle, là, tu sais, comme, fait que, tu sais, je crois aussi qu'on peut faire, tu sais, la différence, tu sais, puis qu'on peut contribuer au changement, tu sais, comme, je veux dire, tu sais, comme on a peut-être germé, on a planté une graine, puis peut-être ça va germer dans sa tête, puis elle va finalement, tu sais, comme, se retourner vers, tu sais, des ressources qui peuvent vraiment l'aider à sortir de là, là. Donc, c'est ça. Super. Moi, de mon côté, au niveau de la recherche, je dirais qu'un des grands bénéfices, c'est de produire dans un temps quand même relativement restreint des connaissances concrètes que les communautés peuvent utiliser. Oui, tu sais, on publie des articles dans des revues scientifiques, ça a une grande portée, beaucoup de gens peuvent le lire, c'est super, là, je continue à écrire des articles et je suis bien pour, mais on ne sait jamais combien de gens l'ont lu en profondeur et ont été inspirés par ça dans leur pratique. Là, en voyant dans le Café du Monde des gestionnaires dire OK, une des choses qui ressort de leur recension des écrits, c'est que le fait d'avoir un logement dans un quartier perçu comme peu sécuritaire, c'est un facteur qui nuit à la transition, que faire qu'une femme va retourner en maison d'hébergement.
Mais si elle est accompagnée par une paire aidante, par exemple, ou par une intervenante pivot, ça atténue le risque. Ah, ben, tu sais, on pourrait regarder ce qu'on va mettre en place pour des femmes dans tel immeuble qu'on connaît, qu'on sait que leur situation est précaire. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment riche. L'autre bénéfice, c'est d'éviter le plus possible, d'atténuer, on ne peut jamais les éviter, mais nos angles morts. C'est vraiment la contribution de chacune dans le projet qui nous permet de faire ça. Autant les intervenantes peuvent dire « Ah, ben, je pensais que c'était plus facile que c'était plus difficile pour des femmes avec enfants que pour des femmes seules de faire la transition, mais finalement, la littérature nous montre que c'est l'inverse. OK, mais ça contribue à ouvrir, à éviter leurs angles morts. Puis moi, comme chercheur aussi, peut-être qu'il y a un facteur de risque X qui est présent dans la littérature. Je vais commencer à regarder, OK, quel processus, quelles hypothèses on peut avoir, mais une femme avec de l'expérience vécue ou une intervenante peut me dire « Ah, mais tu pensais que ça pourrait être aussi ça ou ça l'explication? » Donc, cette idée de couvrir un peu plus large, d'éviter de nos angles morts, ça nous permet aussi d'éviter, en n'ayant pas vécu l'expérience, de reproduire des stéréotypes de façon non intentionnelle par rapport à une communauté. Donc, c'est un autre bénéfice. Dernière question, je vois le temps défiler, mais c'est notre dernière, donc on achève. Quels sont les défis importants de la recherche participative? On aime beaucoup le projet, donc on a eu un petit peu de difficulté peut-être plus ici à identifier des défis, mais à quoi faire attention? Donc, Aline, je te cède la parole. Ah, t'es sur mute, Aline. Oui, OK. Mais moi, ça, c'est le guide de relocalisation. Ben, c'est pas que ça me cause problème. Moi, personnellement, ça m'aurait aidé, tu sais, d'avoir comme cet outil-là. Ça peut aider d'autres femmes aussi. Mais, tu sais, il y en a peut-être que, tu sais, comme pour eux autres, tu sais, comme ça va être comme quand ils arrivent, puis on leur donne ça, j'ai juste peur que, tu sais, ils se sentent pressés par les trucs et tout, puis que, tu sais, ça ne correspond pas à eux, puis que, comme, qu'ils l'expriment pas vraiment. Ça peut leur faire peur, mais c'est comme moi, le guide, je pense que c'est vraiment bien fait. Tu sais, comme les questions qu'on s'est posées et tout, d'après moi, c'est bien fait, mais c'est ça, c'est comment la femme, elle va l'accueillir. C'est juste ça comme que pour moi, là, c'est le défi, là. Donc, c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, bon, ben, comme chercheur, la question du financement, là, bon, ça, c'est une question universelle, mais spécifiquement dans la recherche participative, c'est toujours la question, je trouve, quand est-ce qu'on implique toutes les parties prenantes pour que ce soit réellement participatif. Donc, par exemple, dans le projet Lotus, Sabine et moi, on a écrit toutes les deux la demande de financement. C'était pas tout le comité. Donc, on peut dire que certaines des étapes n'ont pas été réalisées de façon aussi participative qu'elles auraient pu l'être. On devait quand même aligner le projet avec ce qui avait été établi dans la demande de financement, même si on s'était quand même évidemment gardé une marge de manœuvre parce que c'était une recherche participative. Il y a d'autres projets où il y a la possibilité de former une instance consultative avant d'obtenir le financement. À ce moment-là, on implique tout le monde. Le point négatif, c'est que si on n'a pas le financement, on a demandé à beaucoup de gens de se mobiliser, de contribuer bénévolement. Puis c'est pas tout le monde qui a nécessairement les ressources déjà à la base pour faire ce travail bénévole-là. Donc, c'est toujours un peu c'est une décision éthique qu'on essaie de prendre de la façon la plus informée possible, mais il n'y a pas encore là de solution magique. Aline en a parlé, on ne représente pas tout le monde, les gens peuvent avoir différentes perspectives, mais ce n'est pas non plus tous les groupes qui sont représentés, donc plus en termes de diversité sociale. Les organismes communautaires peuvent avoir leur propre histoire, de servir une population plus spécifique. Donc, on a eu une préoccupation tout au long du projet d'éviter d'homogénéiser la population, donc de considérer toutes les femmes en transition post-hébergement ensemble, sans tenir compte des particularités de certains sous-groupes. On avait quand même une belle diversité d'expériences et de perspectives, là, que ce soit dans le photovoix ou dans le comité consultatif. Mais, par exemple, on aurait aimé avoir la perspective de femmes trans en transition post-hébergement, puis ça n'a pas été possible tout au long du projet. Donc, c'est de garder en tête une certaine humilité par rapport à ça, que peut-être nos résultats, puis il y a très peu aussi dans la littérature. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est représenté dans notre démarche. Finalement, ça, c'est un peu une réflexion ouverte, là.
il peut y avoir un glissement facile vers un rythme, une structure académique. Quand les relations vont bien, qu'on a pris le temps de bien travailler ensemble, puis que là, ça bouge, des fois, on a tendance à glisser un peu vers on pourrait soumettre l'article là, on pourrait faire telle chose, puis sans que ça respecte nécessairement le rythme de tout le monde dans le groupe. Donc, c'est peut-être un petit bémol à faire attention. Voilà. Il est midi 45. J'ai une dernière diapo plus sur les résultats, mais j'aimerais ça peut-être prendre un temps d'arrêt puis ouvrir à l'échange, si c'est correct pour vous, Aurélia, Nathalie. C'est bon? Parfait. Donc, je saute la diapo, là, vous la voyez. C'est le fun, il y avait des belles images, mais je la saute. Pour ouvrir la période d'échange, donc peut-être vous inviter à poser des questions ou simplement réfléchir à voix haute avec nous sur les questions qu'on a abordées, les motivations, les valeurs et les principes de la recherche participative, les étapes, les bénéfices, les défis et les enjeux. Donc, les mêmes questions qu'on a abordées ou d'autres questions. Voilà. J'aurais tendance à arrêter le partage pour qu'on en gère. Super. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra aussi, mais c'est correct que des fois, on n'est pas dans un contexte qui nous permet de le faire. C'est correct aussi. Voilà. Donc, on est là si vous avez des questions. Vas-y. Peut-être y aller. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment super intéressant. Ça rejoint aussi certains de mes expériences en recherche participative. C'est bien de voir qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, là. Mais vous parliez de confiance, puis je me demande dans la recherche participative, puis je me demandais si comment ça s'est passé, la confiance, ça se bâtit, puis est-ce que vous avez comment ça s'est passé pour vous de bâtir cette confiance-là, puis est-ce que vous avez comme des conseils à donner pour aider à établir une relation de confiance entre les différentes personnes qui travaillent sur le projet? Tu veux y aller, Aline, ou je te laisse. OK. Mais comme pour moi, la confiance, ça s'est bâti, c'est comme parce qu'il n'y a pas eu de jugement, tu sais, puis on n'a pas senti, moi, je suis chercheuse, puis comme ma parole, elle vaut plus que la tienne, tu sais, c'est comme, ça a vraiment été, c'est comme sur un pied d'égalité dès le départ. Puis le fait aussi, tu sais, comme qu'on est questionné, tu sais, comme, tu sais, de notre parcours et tout, tu sais, c'est l'ouverture, tu sais, c'est comme, c'est pas tout le monde, tu sais, comme qui pourrait, comme, elle, tu sais, c'est genre une itinérante ou quelque chose comme ça. Non, tu sais, ça n'a pas, il n'y a pas eu de, je sais pas comment dire ça, tu sais, comme, mais c'est surtout, c'est ça, le jugement, tu sais, le jugement, c'est ça, déjà, tu sais, comme, ça a enlevé, tu sais, tout ce que, tu sais, les peurs que tu pouvais avoir face au groupe, là. Ouais. Si je peux ajouter peut-être, c'est correct, Aline, ça va se finir? Ouais. Je pense qu'il y a aussi de parler de nos motivations, justement, personnelles à participer à un projet de recherche, puis de nos, en fait, je ne sais pas si ça a aidé à établir la confiance, mais j'ai l'impression que oui, de nos intérêts aussi, puis d'expliquer comme chercheur, je pense que ça serait le fun d'avoir une publication. Pour moi, dans mon travail, c'est important de publier ces choses-là, puis d'expliquer pourquoi. Puis on prend pour acquis des fois que les gens savent, mais non. Puis comme moi, il y a plein de choses que les gestionnaires d'organismes communautaires, j'ai appris une tonne de choses en travaillant avec elles sur leurs intérêts, pas cachés, mais juste leurs intérêts, toute la précarité du financement du milieu communautaire, puis à quel point c'est important pour eux de montrer qu'ils sont engagés dans des projets comme ça. Donc, oui, on est tous heureux puis désireux d'avoir des nouvelles connaissances puis de les mettre en action, mais il y a aussi des intérêts secondaires qui sont propres à notre travail comme chercheur. Je pense que les mettre de l'avant, de les expliquer, pour moi, ça aide à établir la confiance, de dire, cette personne, Laurence, elle cache avec moi, puis l'étudiante au doctorat, il faut qu'elle finisse son doctorat, puis
il faut qu'elle explique aussi son parcours, etc. Donc, ça, pour moi, puis le fait de partager aussi, Aline, les autres membres du comité de consultatif partagent leur vie personnelle, ben nous aussi, je ne vais pas me gêner pour parler. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Mes enfants font constamment irruption sur Zoom. Là. Donc, je n'ai pas vraiment le choix, mais c'est aussi de se mettre de l'avant, je pense, comme humain puis comme personne. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences de la confiance. Est-ce que parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui ont des projets peut-être en cours ou qui aimeraient mettre en place des projets à l'avenir, des préoccupations peut-être en lien avec ce qu'on a entendu là? N'hésitez pas Je vois avec le signe de tête qu'on me donne la parole. Merci. Bonjour, super belle présentation. Je suis Marie-Hélène Poulin, je suis professeure à l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue et je fais de la recherche participative inclusive. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Ça présente bien, je trouve, ce que ça peut provoquer comme remise en question des façons de faire. C'est effectivement essentiel à faire. Nous, on a un enjeu, en fait, de reconnaissance des savoirs expérientiels par les établissements universitaires. Je ne sais pas si vous avez eu des discussions avec les ressources humaines de votre université ou des choses comme ça par rapport à la compensation équitable et la reconnaissance des savoirs expérientiels? Ça a été des enjeux avec le comité d'éthique. Notre fonds n'est pas géré par l'université, puis ça aide pour ça. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Oui, mais en tout cas, je le dis. Ça, honnêtement, c'est sûr que le fait que le fonds de recherche soit géré par l'organisme communautaire, ça bypasse pas mal de choses parce que, bien, évidemment, eux comprennent bien les enjeux de compensation. Ça a été des discussions avec le comité d'éthique de la recherche parfois pour dire, bien, écoute, est-ce que cette personne est participante de recherche ou co-chercheuse finalement? Pourquoi c'est inclus dans votre budget de recherche? Donc, il a fallu... je pense tirer de la littérature qui montre bien ça. Entre autres, je trouve la littérature féministe en recherche participative qui montre que les femmes qui participent à ces... en fait, souvent, les femmes ou les personnes qui sont dans des conditions matérielles difficiles ne participent pas à la recherche participative. Il va y avoir d'autres, des patients partenaires, par exemple, mais qui ont souvent des moyens pour s'engager dans des démarches comme ça. Pourquoi? Parce que les femmes peuvent avoir des besoins en termes de garde d'enfants, puis juste pas le temps, la disponibilité pour participer à des choses comme ça. Donc, ça fait partie de l'argumentation, je pense, qu'on a faite avec le comité d'éthique, mais j'entends bien qu'effectivement, il faut être créatif dans nos arguments qu'on donne pour justifier. Effectivement, oui, merci. On est dans ces discussions-là au niveau d'établir aussi même un échelon salarial. Tout ça, sur quoi on base, on construit, je pense, quelque chose là qui n'existe pas encore, mais qui, j'espère, va être l'avenir de la recherche. Là. Merci. Merci à vous. Juste peut-être dans le fond, pour revenir là sur les questions qui ont été abordées, finalement, on se pose la question de comment est-ce qu'on rémunère les personnes qui font partie, qui apportent le savoir expérientiel, sur quels critères est-ce qu'on peut les rémunérer, à savoir qu'au niveau de l'université, c'est peut-être pas encore reconnu de façon officielle. C'est ce que vous dites, Marie-Hélène et Laurence, c'est que c'est en train de bouger, mais il y a rien tant... aussi officielle. Peut-être que s'il y a des ressources ou des choses, là, Laurence t'évoque la littérature féministe ou des choses peut-être qui pourraient être utiles, qu'on pourrait rassembler peut-être petit à petit pour aussi donner des bases pour les futurs projets qui puissent démarrer quelque part dans ces réflexions. Ça serait quelque chose qui pourrait faire sens pour montrer qu'il y a eu des précédents dans ces différents projets. J'entends aussi que, Laurence, tu nommes le fait que
gestion des fonds de recherche soit fait depuis la structure d'accueil, ici, en fait, pas depuis l'université, ça a pu permettre aussi peut-être davantage d'équité ou en tout cas une autre façon de distribuer les fonds, peut-être plus de liberté aussi sur les choix que vous avez pu prendre. Est-ce que c'est ça? Oui, mais il faut dire aussi que ça, on a des fonds de recherche d'une fondation privée, donc ça nous donne de la flexibilité. Ce n'est pas tous les organismes subventionnaires qui permettent ça. Ce serait peut-être quelque chose aussi à réfléchir dans notre structure de recherche, parce que les fonds peuvent être gérés ou co-gérés, peut-être. Par des partenaires comme la communauté. On souhaite dans les organismes subventionnaires inclure des autres statuts de recherche, là, donc des personnes des communautés, des membres des communautés. On n'est pas encore à l'étape où on essaie de faire en sorte que ces groupes, ces personnes puissent gérer des fonds de recherche. Donc, il y a quand même un petit paradoxe ici, là. On a d'autres demandes de fonds liées au projet Lotus là, qui ont été déposées avec des plus grands organismes subventionnaires. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive avec notre financement par rapport à ça, puis si on va devoir mener des batailles nous aussi. Mais oui, moi, c'est sûr que de mon côté, ça a été vraiment une expérience positive, que ce soit le milieu communautaire. Je me sentais beaucoup plus à l'aise et libre que ça se passe comme ça. Marie-Hélène, bien, je pense que je vais vous contacter, professeur Roy, parce qu'on aurait beaucoup à se dire, j'ai l'impression, dans le sens que moi, présentement, mon projet est financé par un organisme subventionnaire fédéral, puis les personnes qui participent pour leur savoir expérientiel doivent me facturer pour que je puisse ensuite, ils sont payés comme des fournisseurs de services. Alors que c'est hyper compliqué. On a beau lui fournir le formulaire le plus simplement possible pour essayer de réduire cette charge-là, mais c'est pas... il n'y a même pas de balise à savoir, par exemple, le taux horaire qu'on va leur donner ou est-ce que c'est le même taux horaire pour tout le monde? Moi, je travaille avec des adultes autistes. Des fois, ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Est-ce que je rémunère au même titre la personne qui accompagne? Quel statut a cette personne-là? C'est tous des enjeux, en fait, là, que... C'est ça, les organismes ne nous aident pas toujours. Faut trouver des façons de tricoter pour essayer d'être inclusif, mais ça devrait pas, en fait, ça devrait partir de là. Puis même en recherche participative, il faut inclure les personnes détentrices de savoir expérientiel à partir du moment où on pense à écrire un projet. Donc, même l'idée du projet doit être développée en collaboration avec les personnes concernées. Mais la subvention arrive comme 1 an plus tard. Donc, je fais comment pour les rémunérer dès le moment où on réfléchit à ce qui serait pertinent pour justement les utilisateurs des connaissances, là. Ce qu'on veut faire, c'est, comme l'a bien dit professeur Roy, c'est qu'il y ait une retombée réelle dans les milieux. Mais pour ça, il faut les impliquer dès le départ, mais l'argent arrive 1 an plus tard. Fait que il y a comme un non-sens aussi, là, exactement ce qu'elle disait. Mais merci, je vais vous contacter, professeur Roy. Je ne sais pas si c'est un rapport. Tu sais, comme les parents aidants, il avait parlé de ça, que c'était difficile, tu sais, comme de rentrer, tu sais, comme puis d'aller aider les gens parce qu'ils ne sont pas reconnus, tu sais, comme étant, tu sais, comme des professionnels. Mais, tu sais, comme l'expérience, tu sais, c'est comme, c'est vraiment, tu sais, comme, c'est sûr, il n'y a pas de théorie, mais, tu sais, c'est comme ton expérience, ça enrichit, tu sais, comme, ça enrichit, tu sais, comme le poste, puis ça, tu sais, comme, tu sais, oui, il faut une formation et tout, mais c'est ça qu'on essayait de voir, de développer pour voir si on pourrait faire, c'est ça, tu sais, si on pouvait faire une formation ou quelque chose par rapport à, c'est comme, c'est ça, justement pour rester dans le milieu, puis, tu sais, d'apporter notre expérience aux autres femmes là, qui ont vécu la même chose que nous. Non, c'est ça, mais en fait, tu m'enlèves un peu les mots de la bouche, Aline, parce que j'allais dire, tu sais, je pense qu'il y a de la littérature sur la paraidance en santé mentale, la paraidance professionnelle, un peu en itinérance. Je pense qu'on a vraiment à s'inspirer de ces pratiques-là, mais eux aussi ont du mal avec l'idée du financement puis de la reconnaissance. Je suis désolée,
Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en France présentement, donc ça explique que je viens de réaliser que j'étais pris dans la discussion parce que je suis dans le noir. Alors, toutes mes excuses. On arrive peut-être juste, Philippe, avant de te redonner la parole, on arrive vers la fin du webinaire. Fait que s'il y en a qui doivent quitter effectivement pile à 13h, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci. On va vous partager nos contacts à Nathalie Gordon et moi-même. Si vous avez besoin de nous contacter, on fera le lien avec les intervenantes. Voilà, Philippe, si tu veux prendre la parole. C'était simplement pour réagir aux commentaires de Marie-Hélène Poulin que à ma connaissance, le programme Savoir là, du CRSH peut être utilisé pour préparer un projet de recherche. Puis c'est 4 fois par année, c'est quand même assez rapide. Alors, je pense que ça peut être utilisé là, pour mobilisation des connaissances et préparation, il me semble, non? Pas sûr? Ben, je vais me permettre 2 secondes, mais quand on écrit un savoir, c'est qu'on a déjà nos idées, nos objectifs de ce qu'on veut faire. Donc, on est déjà plus en recherche participative. Tu sais. Mm-hmm. C'est tout ça l'enjeu de la recherche participative, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui devrait faire de la recherche participative. Je pense que ça prend un contexte, ça prend des savoirs particuliers. Mais quand même, les organismes subventionnaires doivent faire mieux. Là. On va leur parler. Merci. OK. Voilà, ben merci infiniment à toutes de votre présence. Merci Laurence et Aline d'avoir présenté le projet Lotus. Bonne suite aussi pour la diffusion des résultats et les prochaines étapes. En tout cas, on restera à l'écoute de votre projet. Vous pouvez joindre Société Inclusive aussi si vous avez des intérêts à mener des projets de recherche participative, à être accompagné justement pour trouver des financements, des partenaires, des chercheurs. On est vraiment là pour ça. Je pense notamment à des programmes, on peut vous mettre en lien vers des programmes comme le MITAX qui vous permet à vous, les organismes communautaires, de recevoir un étudiant ou une étudiante au sein de votre organisation qui soit encadré par une université. Donc, il y a des formules qui existent pour amener la recherche aussi au plus proche de vos organisations. Voilà, on prendra tout à fait le temps de discuter avec vous si vous avez des besoins. C'est la fin. On reste encore quelques minutes si vous souhaitez discuter, mais n'hésitez pas en tout cas à nous joindre sinon pour des rencontres plus personnelles.